Donc il s'appelait Shamsuddin Jabbar. Il avait 42 ans, vivait au Texas et il est aujourd'hui soupçonné d'attentat terroriste aux États-Unis. Un drapeau de Daesh a été retrouvé sur les lieux de l'attaque. On va faire un point complet avec nos invités. La question est de savoir s'il avait des liens plus directs avec l'État islamique. Avant l'analyse sur le plateau, on repart à la Nouvelle-Orléans, retrouver nos journalistes sur place, Justine Jankowski et Gilles Parot. Bonjour à tous les deux. Que dit l'enquête cet après-midi sur d'éventuels complices ? Eh bien écoutez, un mot d'abord sur ces éventuelles connexions avec l'État islamique. Comme vous le disiez, c'est toute la question ici, c'est est-ce que cette attaque elle a été seulement inspirée ou commanditée par l'État islamique à cause de notamment ce drapeau de l'État islamique qui a été retrouvé sur la voiture, sur le pick-up. Mais il y a aussi ces vidéos qui ont été retrouvées par le FBI, des vidéos postées par l'assaillant, par le suspect quelques heures avant l'attaque dans lesquelles il prête allégeance à l'État islamique, dans lequel il dit qu'il veut tuer. Et ces vidéos, eh bien, elles ont été sans aucun doute, en tout cas c'est ce que le FBI pense, elles ont été tournées dans un trajet en voiture entre le Texas et la Louisiane. C'est en tout cas ce que dit une source policière anonyme. Et puis à côté de ça, le FBI s'intéresse aussi à cette coïncidence troublante, cette explosion survenue quelques heures après l'attaque ici à la Nouvelle-Orléans, à 3000 km d'ici à Las Vegas, l'explosion d'une Tesla devant un hôtel de Trump, une Trump Tower. Les enquêteurs tentent de savoir s'il y a un lien entre les deux événements, notamment parce que les deux voitures, elles ont été louées via la même application de location de voitures. Justine, c'est extrêmement intéressant sur ces liens avec l'État islamique et cette vidéo postée quelques heures seulement avant l'attentat. On vous retrouvera tout au long de l'émission, bien évidemment. Dès que vous avez des informations, vous revenez vers nous. L'analyse donc signée sur le plateau par Samantha de Bernard. Bonjour. Bonjour. Ancienne... Merci, c'est vrai qu'on l'oublie avec cette actualité. Excellente année à tous et tous nos meilleurs vœux, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de les présenter hier. On le rappelle, ancien officier politique de l'OTAN, mais vous avez aussi travaillé pour une agence de renseignement privée qui étudie les menaces terroristes en Europe. Bruno Pomar, bonjour. Bonjour. Ancien instructeur du RAID, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure. Jean-Antoine Duprat, bonjour. Bonjour. Géopolitologue et ancien professeur associé à la Sorbonne. Et Hélène Bonnet, notre journaliste internationale. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être là cet après-midi. Bruno Pomar, de ce que vous avez entendu, effectivement, donc impossible de savoir exactement quels étaient ses liens avec l'État islamique, mais il a posté une vidéo quelques heures, visiblement, avant de commettre son attentat, une vidéo dans laquelle il fait allégeance à Daesh. Oui, alors c'est quelque chose d'intéressant quand on voit l'intérêt du renseignement, encore une fois. Parce qu'une fois que cet attentat est commis, effectivement c'est toujours trop tard, mais les services de renseignement, que ce soit le FBI, la NSA, tous les services de renseignement qui travaillent pour la sécurité du pays sont là à trouver toutes les informations qui permettent de profiler cet individu. Et on voit bien que cet individu représente le profil parfait du terroriste. Quelqu'un d'installé dans la société, même s'il était en instance de divorce, justement, oui. Ça va poser quelques questions après, oui. Même s'il était endetté. Il a été militaire, quelqu'un qui a été peut-être traumatisé par ses années passées en Afghanistan. Vous voyez, tous ces éléments-là nous profilent le type même du terroriste potentiel que peuvent utiliser les réseaux terroristes. Et ça, c'est très intéressant à voir, oui. Parce qu'on a affaire souvent à des gens qui ont des faiblesses psychologiques. Oui, des faiblesses psychologiques, ça veut dire des gens qu'on peut facilement endoctriner. Et là, le profil est quand même très intéressant. Donc ça veut dire que pour vous, il coche plusieurs cases. Totalement. Donc justement, on a envie de savoir qui il était plus précisément. Laura Pouget nous a rejoint. Laura, que sait-on donc de l'assaillant ? Il s'appelait Shamsuddin Jabbar. Voici sa photo. Il était âgé de 42 ans, père de 3 enfants. C'était un citoyen américain né à Beaumont, une ville du Texas. Il était aussi un vétéran de l'armée puisqu'il a servi pour elle pendant 8 ans, de mars 2007 à janvier 2015. Il a été déployé en Afghanistan entre 2009 et 2010 pour gérer les ressources humaines. À son retour, il a exercé en tant que spécialiste des technologies de l'information. À sa sortie, il est resté réserviste jusqu'en 2020. Il avait le grade de sergent-chef et pouvait se prévaloir de plusieurs médailles reçues pour bonne conduite. Il s'est ensuite reconverti dans l'immobilier, comme il l'explique dans une vidéo d'autopromotion datée de 2020. Regardez.
Je suis Shamsoud Din Jabbar, gestionnaire immobilier chez Blue Meadow Properties et chef d'équipe du Midas Group chez Core Realty. Je tiens à vous saluer et à vous parler un peu de moi. Je suis né et j'ai grandi à Beaumont, au Texas, et je vis maintenant à Houston. J'ai passé toute ma vie ici, à l'exception des voyages pour l'armée. Troisième orientation professionnelle en 2021, date à laquelle il a été embauché par le cabinet de comptabilité Deloitte, où il occupait un poste de cadre supérieur et déclarait gagner 120 000 $ par an. Interrogé par la presse américaine, un de ses anciens camarades de lycée le décrit comme calme, réservé et vraiment intelligent. Il n'était pas du tout un fauteur de troubles, ajoute-t-il. Plus récemment, une de ses anciennes voisines raconte qu'elle l'appelait mon copain et qu'il l'aidait à porter ses courses. Mais ça, c'est pour ce qu'on pourrait appeler le côté face, finalement. Oui, il y a aussi le côté pile, Magali. Le New York Times a pu échanger avec le nouveau mari de sa première femme, dont il était divorcé depuis 2012. Il explique que Jabbar avait un comportement erratique ces derniers mois, devenant complètement fou, se coupant les cheveux, je cite, une attitude que le témoin attribue à une radicalisation religieuse et qui avait entraîné des conséquences familiales. L'ex-épouse ne permettait plus au suspect de voir ses deux filles, âgées de 15 et 20 ans. Le suspect avait été élevé dans la foi chrétienne et s'était converti à l'islam il y a longtemps. Il y a une dizaine d'années, cependant, un de ses anciens copains avait noté qu'il s'était mis à publier beaucoup de messages sur Facebook à propos de la religion. Il n'y avait jamais de propos extrémistes musulmans, il ne menaçait jamais de recourir à la violence, mais on pouvait voir qu'il était devenu vraiment passionné, raconte-t-il. Quelques heures avant l'attentat, le suspect a publié sur les réseaux des vidéos indiquant qu'il était inspiré par l'État islamique. Et hormis la religion, que sait-on alors ? En 2015, il avait accordé une interview au journal étudiant de l'Université de Géorgie, dont vous voyez ici la page avec sa photo à l'époque, ici à droite. Il fréquentait alors cet établissement pour obtenir une licence en système informatique et il venait de quitter son poste à l'armée. Dans cet entretien, il s'était plaint des difficultés du retour à la vie civile et de la complexité bureaucratique du ministère des anciens combattants qui rendait pénible le paiement de ses droits. Il affirmait aussi avoir du mal à se défaire du jargon militaire peu compris en dehors de l'armée, notamment par les recruteurs. Néanmoins, on l'a dit, il avait trouvé un emploi au sein du cabinet Deloitte en 2021. Il avait aussi refait sa vie et un troisième enfant, un petit garçon, aujourd'hui âgé de 6 ans. Sauf qu'en 2022, il a de nouveau divorcé. À cette occasion, il avait confié à l'avocat ses difficultés financières. « Je ne peux pas payer la maison », avait-il écrit dans un mail, évoquant des dettes et la mauvaise marche de la société immobilière qu'il avait créée auparavant. Merci beaucoup, Laura. Donc un profil extrêmement complet. Est-ce que, Samantha, vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est le profil parfait pour un terroriste ? Est-ce que finalement une situation familiale compliquée, des problèmes financiers, un passé dans l'armée peuvent expliquer ce passage à l'acte ? J'espère que non, parce que vu le nombre de personnes qui ont des difficultés familiales, qui sortent de l'armée, que ce soit dans un pays européen, aux États-Unis, et qui ont des problèmes à se réintégrer dans la société, ce n'est pas suffisant pour passer à l'acte. Il y a visiblement autre chose, il y a sans doute un profil psychologique qui va ressortir. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, par contre, c'est que les enquêteurs pensent de plus en plus qu'il n'a pas agi seul. Il y a sans doute un trauma qu'il a ramené d'Afghanistan, et ça, c'est quelque chose qui est très très fréquent chez tous les anciens militaires, et surtout aux États-Unis, où les militaires démobilisés sont souvent... les mesures étatiques pour les prendre en charge, pour les aider à se réintégrer, ne sont pas suffisantes, et surtout le traitement du PTSD, donc le syndrome post-traumatique. Est-ce que c'est ça qui a contribué ? Sans doute. D'après ce que j'ai lu, il s'est converti à l'islam en rentrant d'Afghanistan. Est-ce qu'il y a un peu un syndrome de Stockholm qui Alors ça, oui, ça, on essaye de savoir quand est-ce qu'il s'est vraiment converti à l'islam. Il y en a plein qui disent il y a longtemps, son frère dit il s'est converti quand il était jeune, mais qu'est-ce que ça veut dire précisément ? C'est difficile. C'est difficile parce que là encore, pas tous ceux qui se convertissent à l'islam deviennent des terroristes. Donc je crois que c'est beaucoup trop tôt pour avoir un profil qui puisse nous donner quoi que ce soit comme indication. Ce qui est par contre inquiétant, c'est ce que disent les enquêteurs de la FBI, c'est qu'ils regardent de plus en plus la piste de quelqu'un qui n'a pas agi seul, qui n'est pas un loup solitaire. Et j'imagine que plus tard dans l'émission, nous allons aborder ce qui s'est passé à Las Vegas. Eh bien, il commence à ressortir
sortir des chemins parallèles qui laissent penser que c'est plus important que ça. Une dernière chose, c'est que ces derniers mois, les services de contre-terrorisme aux États-Unis ont remarqué une intensification du chat, donc de tout ce qui pourrait supposer que des attentats se préparent. L'attaque a été déjouée pendant la campagne électorale dans le Oklahoma. Donc, beaucoup de choses nous indiquent que c'est sans doute quelque chose qui est lié à l'État islamique. Vous avez fait le sommaire de l'émission, parce qu'effectivement, on reviendra sur cette Tesla qui explose devant un hôtel de Las Vegas. Cette note du FBI qui avait prévenu en décembre, attention, les attentats à la voiture bélier, il faut être très très attentif. Et puis effectivement, ces traumas post-guerre en Afghanistan, qui est un vrai sujet de société aux États-Unis, tout ça on l'abordera. Les complices également, le FBI en a parlé. Nous travaillons avec nos partenaires pour mener l'enquête et pour voir s'il s'agit d'un acte terroriste. Nous ne pensons pas que Jabbar était le seul responsable. Et c'est pourquoi nous menons une enquête sur ses associés également. Voilà, on retourne voir Justine Jankowski à la Nouvelle-Orléans. Nous ne pensons pas qu'il était seul, dit le FBI. Et là encore, que dit l'enquête là, sur ces possibles complicités ? Eh bien, le FBI continue à chercher d'éventuels complices. Les soupçons s'étaient d'abord portés sur 3 hommes et une femme, mais finalement cette hypothèse a été levée par le FBI. Les recherches, elles se poursuivent ici à la Nouvelle-Orléans, mais aussi à Houston, au Texas. Pour l'instant, le FBI n'indique pas pourquoi ni dans quel lieu précisément, mais dit que c'est évidemment lié à l'enquête. Et ce que l'on sait en revanche, c'est que le suspect, il est né et il a grandi au Texas. C'est le lien que l'on peut faire pour le moment. Il y a aussi eu la perquisition d'un Airbnb qui aurait été loué dans le cadre de l'attaque, dans lequel les enquêteurs ont retrouvé des explosifs qui auraient été confectionnés. Les autorités, elles indiquent pour le moment, en tout cas ce matin, que les recherches dans le quartier où je me trouve, qui est autour de la rue Bourbon, où l'assaillant a foncé dans la foule, eh bien les recherches ici sont terminées et donc la rue devrait rouvrir d'ici quelques heures. Merci beaucoup Justine, donc toujours avec Gilles Parot depuis la Nouvelle-Orléans. C'est assez troublant, effectivement, donc d'éventuels complices. Le FBI a l'air assez formel quand même si l'enquête est en cours. Il y a ce Airbnb qui brûle, apparemment c'était utilisé pour fabriquer des engins explosifs. Et encore une fois, on reviendra sur la Tesla tout à l'heure. C'est-à-dire au stade de l'enquête actuelle, c'est très difficile de tirer des conclusions. Mais il y a un faisceau d'indices, comme on dit. En plus, l'expérience du passé, je passe sur le contrôle, mais on sait un petit peu comment fonctionnent ces groupes terroristes. On sait les signaux qui permettent de dire si effectivement c'est quelque chose qui a été mené par un groupe ou pas. Certains indices tentent à le prouver. Ceci dit, c'est compliqué parce que le système du renseignement aux États-Unis, c'est une vaste organisation avec une coordination qui est pas facile. Il y a 18 agences de renseignement, quelque chose comme ça. Il y a plus de 100 000 personnes qui travaillent. Donc la coordination est très importante. Ce qu'on voit aussi dans cette affaire, c'est qu'effectivement, les deux drames qui se sont produits, enfin surtout le gros drame et puis l'explosion de la voiture qui a tué le chauffeur, ont tout de suite, il y a quand même la mise en relation. Alors, il y a un responsable de la sécurité qui a dit qu'il n'y voyait pas forcément de coïncidence. Ceci dit, souvent, il n'y a pas de hasard non plus. Donc, le fait qu'il travaille sur ces 2 pistes, c'est quand même quelque chose de très important. Et ça va être très important aussi pour l'avenir, parce que ça devrait permettre par la suite de réactiver un certain nombre de critères d'analyse à partir de ces faits qui avaient été un petit peu perdus de vue. Parce qu'effectivement, on sent que ça a remis la menace, même s'il y avait des signaux faibles qui avaient été, vous l'avez dit justement tout à l'heure, le FBI avait mis en garde, pas que le FBI d'ailleurs, la CIA aussi, même s'il y avait des signaux faibles, là c'est une résurgence absolue. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une récupération politique de cette affaire-là. Oui. Donc il faut être excessivement prudent parce que l'intérêt de l'enquête fait justement qu'il faut garder l'esprit froid et essayer d'analyser de manière très systématique et très, très professionnelle tout ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment pas simple pour en tirer des conclusions.